Bonjour, je suis Mircea Omir, je suis ingénieur de recherche CNRS et je travaille dans l'Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg dans l'équipe Femtolab. Notre institut, c'est une unité mixte entre CNRS et l'Université de Strasbourg. Il est organisé en 5 départements, 2 départements de chimie, chimie organique et inorganique, et 3 départements de physique, département de magnétisme et objets nanostructurés, le département des surfaces et interfaces, et notre département qui est le département d'optique non linéaire et de nanophotonique. L'équipe s'appelle Femtomag et nous sommes 4 personnes permanentes. Yann Brelet, Valérie Alté, Marie-Barthélémy et moi-même. Notre équipe s'intéresse surtout sur la dynamique des montations dans des nanostructures magnétiques, comme par exemple la génération des courants de charge et des spins, le couplage avec des ondes acoustiques ou encore l'émission des ondes terahertz. Pour étudier l'ensemble de ces processus, nous avons développé un parc expérimental qui va aller avec des énergies de l'XUV jusqu'au terahertz. Je suis Valérie Alté, je suis professeure à l'Université de Strasbourg et je vais vous présenter une expérience de type pompe-sonde dans le visible à basse température fondée sur un cryostat à circuit fermé hélium. Les expériences utilisent un système laser amplifié 10 kHz délivrant des impulsions 25 femto 800 nanomètres avec une puissance de sortie de 9 watts. 6 autres watts sont utilisés pour alimenter un OPA qui nous permet d'accéder à des longueurs d'onde dans le visible entre 450 et 750 nanomètres avec une durée d'impulsion entre 25 et 50 femtosecondes et quelques dizaines de nanojoules d'énergie par impulsion. Le faisceau est donc divisé en 3 parties qui vont alimenter les 3 bancs de mesure qui vont vous être présentés. Le premier banc de mesure, c'est un banc de mesure à basse température pour étudier des matériaux à transition de phase de type métal isolant ou ferro-superparamagnétique. Le faisceau peut être celui issu de l'OPA. L'autre faisceau, c'est le 800 nanomètres, ira vers le BBO pour faire du 400 nanomètres et servir de sonde 400 nanomètres. Et l'autre partie peut être utilisée à 800 nanomètres ou à 400 nanomètres pour la pompe. Le cryostat que nous utilisons est un cryostat à circuit hélium fermé qui permet d'accéder à des températures allant de 3 Kelvin jusqu'à 350 Kelvin avec une stabilité de quelques millikelvin et des vibrations de l'ordre du nanomètre. On a un champ magnétique qui est de 0,7 Tesla dans le plan avec un réglage jusqu'à 30 degrés de l'échantillon par rapport à ce plan-là. Les faisceaux sont donc focalisés, chacun avec sa lentille adaptée, sur l'échantillon avec des focales nous permettant d'atteindre des diamètres de pompe de 400 microns et de sonde d'une centaine de micromètres. La détection des signaux magnéto-optiques se fait via des ponts en polarisation, donc qui nous permet d'accéder aux effets Kerr et Faraday. Les détecteurs sont des photodiodes de type UDT qui sont elles-mêmes reliées à des lock-in. Donc la détection se fait de manière synchrone et nous permet de mesurer à la fois les signaux d'aimantation et de charge électronique en fonction du retard allant jusqu'à 400 picosecondes. Je suis Marie-Barthélémy, je suis ingénieure de recherche en charge de l'expérience de mélange d'ondes magnéto-optiques utilisée pour étudier la dynamique d'aimantation dans les oxydes magnétiques. On a la possibilité de travailler soit en dégénéré, soit avec une pompe et une sonde de longueur d'onde différentes, soit à 800 nanomètres, soit dans le visible. L'idée étant de pouvoir se placer à résonance magnéto-optique d'un diélectrique ferromagnétique. On a une première ligne fixe qui est la sonde, une deuxième ligne qui est la première pompe qui va donc passer par une première ligne à retard, et ensuite la deuxième pompe qui passe par une seconde ligne à retard. Ces 3 faisceaux sont focalisés sur l'échantillon. On va appliquer un champ magnétique sur l'échantillon. Ici c'est un aimant permanent qui permet d'appliquer 0,3 Tesla perpendiculaire au plan de l'échantillon. Et on peut tourner l'axe de ce champ avec un moteur pas à pas. On a 3 lignes de détection.
La première qui est la transmission directe de la sonde qui correspond au signal Faraday avec un pont de polarisation et les deux autres qui correspondent chacune aux deux directions complémentaires de mélange d'ondes à 3 faisceaux. Le pont de polarisation est constitué d'une lame demi-onde puis d'un prisme de Wollaston qui permet de séparer les deux composantes de polarisation du champ et de 2 photodiodes sur lesquels on focalise à l'aide d'une lentille. L'intérêt de cette expérience, et notamment de la configuration à 3 faisceaux, c'est qu'on peut étudier indépendamment la dynamique des cohérences et des populations, des charges et des spins. La thématique de notre équipe concerne le couplage entre les ondes acoustiques et les mutations des matériaux magnétiques. L'absorption d'une impulsion laser à la surface d'un métal va générer une impulsion acoustique qui se propage sur des longues distances. Cette impulsion va générer un mouvement, par exemple, de précession, de démontation, à l'autre surface du fil. La particularité de cette expérience, c'est de sonder les deux côtés d'une couche fine magnétique. Nous avons accès, encore une fois, à la dynamique des mutations via un changement de polarisation des deux sondes. Nous mesurons l'effet magnéto-optique Kerr ou Faraday. Cela nous permet par exemple, avec une séquence de 2 impulsions pompes, de générer 2 impulsions acoustiques. En fonction du retard entre ces 2 impulsions, on peut soit augmenter l'amplitude de la précession des mutations, soit l'arrêter complètement. Dans une configuration similaire, nous pouvons étudier la dynamique des mutations induites par des impulsions acoustiques, mais sous champ magnétique fort et à basse température. Ce cryostat nous permet, par exemple, d'étudier la dynamique des mutations sur un champ magnétique de 10 Tesla et avec des températures jusqu'à 1,5 Kelvin. Nous étudions également les émissions des ondes terahertz via l'effet de Hall de spin inverse. La désémontation d'une couche mince de matériau ferromagnétique va induire un courant de spin. Cette courant de spin va être convertie dans un courant de charge oscillant. L'interface avec un métal dur va conduire à une émission d'une onde terahertz dans l'espace libre. Un faisceau pompe excite l'échantillon à travers un objectif. L'onde terahertz émise dans l'espace libre, elle est recollimatée et ensuite focalisée sur un cristal de Z22 avec des miroirs paraboliques au axe. Un faisceau sonde qui passe à travers le deuxième miroir parabolique, elle est aussi focalisée sur ce cristal de Z22. On va mesurer l'état polarimétrique et le changement de la polarisation de cette faisceau sonde qui va nous renseigner sur le champ électrique de l'impulsion terahertz. Actuellement, cette expérience est dans une configuration microscopique pour l'étude de l'émission des ondes terahertz à partir des structures spitroniques couplées avec des antennes. Cette expérience utilise des impulsions de 25 femtosecondes cadencées à 10 kHz. Une deuxième expérience dans une autre pièce est faite à partir d'un oscillateur à 80 MHz qui va nous donner plus de sensibilité des mesures. Donc cette expérience elle a à peu près la même configuration, à la différence que l'onde terahertz n'est pas émise dans l'espace libre, mais on essaie de la coupler dans des lignes de transmission afin d'exciter d'autres plots magnétiques. Donc dans une nouvelle salle qui s'appelle Atomag, se trouve un autre type de montage qui utilise la génération d'harmoniques pour faire de la spectroscopie XUV et faire du femtomagnétisme résolu chimiquement au seuil M des métaux de transition. Les photons XUV sont absorbés dans l'air, donc il y a un ensemble d'enseignes sous vide qui permet de propager la sonde XUV. On a un train d'impulsion au kHz avec des impulsions de 25 femtosecondes à 800 nanomètres. On a la possibilité de les post-comprimer grâce à une fibre creuse qui est remplie d'un gaz rare et on peut, en utilisant un lot de miroirs chirpés, comprimer ces impulsions à entre 5 et 7 femtosecondes, donc quelques cycles optiques. On compte une première séparatrice, donc il y a une partie réfléchie qui va sur un moteur pas à pas, donc c'est la pompe à 800 nanomètres, et la sonde en fait qui est transmise et qui, elle, va permettre de générer les harmoniques sur la deuxième ligne qui est injectée par cet ascenseur-là. Le faisceau de génération d'harmoniques est focalisé dans une cellule qui est remplie d'un gaz rare, donc en fonction du type de gaz qu'on va choisir, on va avoir plusieurs spectres harmoniques possibles, qui peut s'étendre en fait d'une vingtaine d'eV jusqu'à 70 eV. Dans la deuxième chambre, il y a un filtre. Ça permet en fait d'absorber l'infrarouge et de transmettre les XUV.
Et les deux faisceaux sont recombinés à l'aide d'un miroir troué et focalisés par le miroir torique sur l'échantillon. Donc une des difficultés, c'est qu'ici on est obligé de se placer à 45 degrés d'incidence sur l'échantillon, donc on perd énormément de photons, mais par contre on y gagne en termes d'asymétrie pour mesurer les signaux magnéto-optiques. Ce qu'on détecte ici, c'est le faisceau XUV qui est réfléchi par l'échantillon. Donc le spectre XUV est détecté à l'aide d'un spectromètre XUV constitué d'un réseau torique et d'une CCD. On applique un champ magnétique dans le plan de l'échantillon et dans sa direction antiparallèle, on observe directement un contraste magnéto-optique sur le spectre réfléchi. En intégrant sur le seuil M de chacun des éléments de l'alliage, on peut ainsi obtenir la dynamique d'aimantation du sous-réseau. Donc, en utilisant ce parc expérimental, nous étudions la dynamique d'aimantation des charges, des spins ou de réseaux dans différents types de systèmes, dans une gamme spectrale assez large, entre le XUV, le visible, jusqu'au terahertz, et dans des gammes de températures qui vont jusqu'à 1,5 Kelvin et avec des champs magnétiques forts jusqu'à 10 Tesla. Au niveau des développements futurs sur cette plateforme, nous nous intéressons encore à développer des champs terahertz intenses. Et en termes de collaboration sur des nouveaux systèmes, nous collaborons au niveau local et international et nous sommes toujours ouverts à d'autres types de collaboration.